J'ai eu 7 enfants. J'ai 65 petits-enfants. On n'est pas le nombre exact, mais c'est au moins 230 arrière-petits-enfants. Je connais les prénoms de mes petits-enfants, mais pas ceux de mes arrière-petits-enfants. Jean-Paul Amoyel, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre maison de Ramotte. On est ensemble parce que vous avez une histoire, notamment une vie dédiée à l'éducation juive. Et pourtant, c'était pas du tout gagné. C'était pas ce à quoi vous vous destiniez dans la vie. Et vous avez fait des tas de choses. Vous avez été professeur tout d'abord. Vous avez dirigé l'école Akimatre à Strasbourg. Vous avez présidé la branche française d'Ozara à Torah. Voilà, vous avez créé, je sais pas, il doit y avoir une vingtaine d'écoles. Vous avez dû créer à l'époque. 22 ou 23. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous avez changé de destination et vous vous êtes entièrement consacré à l'éducation juive? C'est une décision que j'ai prise à Strasbourg. Quand j'étais à Strasbourg, je me suis rendu compte que les Nord-Africains, les gens d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, qui arrivaient à Strasbourg, étaient immédiatement pris par la culture française et de ce fait, il commençait à oublier la Torah. Et ça m'a choqué. Pourtant, vous n'êtes pas né au monde dans une famille très pratiquante. Vous avez été scout, vous avez grandi en Algérie. J'étais un jeune homme du siècle. Ce qu'on appelle un jeune homme du siècle, c'est-à-dire un garçon. J'avais des copains, j'avais des copines. Et un garçon comme tout le monde, quoi, si l'on peut dire. J'avais un faible pour l'éducation. Et en particulier, donc, pour l'éducation juive. Dès cette époque-là, dès le moment où vous étiez adolescent, scout, aux EI? Oui. Dans mon livre, je raconte 6 jeunes filles, des éclaireuses marocaines. Nous, on était des Algériens, donc français et fiers de l'être, sont arrivées dans notre camp. Et parmi ces 6 jeunes filles, il y en a 2 qui m'ont paru Intéressantes. Particulièrement intéressantes. Il y en a une qui était très jolie. Et elle avait un totem, elle s'appelait Marguet, la panthère. Et l'autre, elle n'était pas totémisée. C'était une jeune fille dont le père était officier de l'armée française. Et des juifs, bien sûr, mais officier de l'armée française. Et donc, elle venait d'une famille pas du tout religieuse. Elles ont passé un Shabbat chez nous, dans notre camp. Et là, j'ai pris la décision qui allait changer ma vie. Laquelle? Je pouvais faire soit la route avec Marguet, soit avec la jeune fille sérieuse mais intéressante qui s'appelait Viviane. Et j'ai décidé de faire la route avec Viviane. C'est avec elle que vous avez appris les premiers rudiments de judaïsme? Bien, justement, on a pris la route ensemble, il était 6 heures du soir, et elle me pose une question. Est-ce que tu connais Akadosh Baruch Hu? Et je lui dis, qui c'est? C'est vous dire... Ça paraît fou quand on connaît votre parcours, hein, bien sûr. Ma culture. Alors, elle a commencé à m'expliquer qui était Akadosh Baruch Hu. Et nous avons parlé comme ça pendant une partie de la nuit. Et on est arrivé au cœur de la forêt. Et là, notre chef a dit, on s'arrête parce qu'on va totémiser Jean-Paul. Totémiser, c'est comme chez les Indiens, donner un nom d'animal. Mais c'était pas simple. Une totémisation, celui qui doit être totémisé doit souffrir. Donc, on m'a donné beaucoup de coups de ceinture. Et le plus difficile, ils avaient une bassine, ils se sont lavé les pieds dedans, et ils ont mis un sifflet dedans. Et ils m'ont dit, tu vas aller le repêcher avec ta bouche. Quelle horreur! Vous l'avez fait, bien sûr. C'était la totémisation. Ils m'ont dit, c'est bien, alors maintenant, on va t'appeler Puma. Pourquoi Puma?
Parce qu'un puma, ça grimpe dans les arbres, et toi, tu es toujours dans les arbres. Et deuxièmement, le puma, c'est le seul animal sauvage qui s'attaque à l'homme, qui n'a pas peur. Et toi, justement... Puma, mais il y a toujours un adjectif qui qualifie le puma. C'était lequel, le vôtre? Alors, l'adjectif, c'était serviable. Ah ben voilà. Une fois que vous avez été comme ça intéressé par le judaïsme, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes retrouvé un beau matin, alors que ce n'était pas programmé, à Gateshead, une yeshiva en Angleterre, très froum, comme on dit. Comment des EI vous êtes passé À Gateshead. à Gateshead? Voilà. Cette jeune fille, qui s'appelait Viviane, m'a dit, pendant notre chemin, tu sais, je voudrais aller à un endroit qui s'appelle Gateshead. Mais mes parents ne veulent pas. Je dis, qu'est-ce que c'est cet endroit? Elle m'a dit, c'est un endroit où il y a un séminaire de jeunes filles, très important, et j'ai envie d'y aller. Quand tu vas arriver à Fès, elle m'a dit, viens chez moi, voilà mon adresse. Donc, je vais chez elle, et elle m'a présenté ses amis. L'un d'entre eux s'appelait Josio Charbit. C'est là où j'ai fait sa connaissance. Ça allait devenir un de mes plus grands amis. Je suis parti en vacances à Paris. Et là, au Luxembourg, je rencontre un ami de classe. Il me dit, tiens, comment ça va, etc. Tu sais, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné des tickets de restaurant pour un restaurant universitaire cachère. Je t'en donne 2. C'est le point qui m'a fait démarrer le voyage à Gateshead. Je quitte le Luxembourg, je descends le long des quais de la Seine, j'adorais les quais de la Seine, et je trouve un cousin germain de Casablanca. Comment ça va, etc. Je dis, écoute, j'ai 2 tickets de restaurant, je t'invite à déjeuner. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 17 ans. On va à la rue de Médicis, où il y avait un restaurant étudiant cachère. On rentre, et là, il rencontre un copain qui était en classe avec lui, qui s'appelait Zichrono Libracha, Léon El-Kaïm. Et je dis à Léon El-Kaïm, tu sais, j'ai un copain qui s'appelle Josio Charbit, qui m'a écrit et qui m'a dit, viens à Gateshead. On fait de la natation, on fait de... Il faut payer 15 000 francs pour être à Gateshead pour le moment. Je suis loin de les avoir. Il m'a regardé, il m'a dit, écoute, moi je fais des études d'électromécanicien, mais je loge à l'école rabbinique. Viens me voir dans 2 jours et je te dirai ce qu'on peut faire. Et là, je rencontre l'ancien président des éclairés israélites de France au Maroc, Émile Seban. Jean-Paul, Émile, comment ça va? Il me dit, je suis venu étudier avec quelqu'un qui s'appelle Chouchani. Il dit, tu as de la chance. Moi, j'ai envie d'aller en voyage en Angleterre, mais j'ai pas d'argent. Il m'a dit, de combien tu as besoin? Je sais pas. Est-ce que les EI peuvent m'aider? Il m'a dit, je vais voir. Je te rends la réponse ce soir. Alors moi, dans la journée, je vais demander combien ça coûte pour aller en Angleterre. Et on me dit, le bateau, aller-retour, c'est 3 000 francs. Je rentre le soir, et Émile me dit, tu sais, les EI sont prêts à te donner 3 000 francs. Tu passes là-bas, et ils te donnent les 3 000 francs. Magnifique. Bon, c'est une très bonne chose. Je passe chez les EI, et on me donne les 3 000 francs. Je vais voir Léon El-Kaïm, il me dit, tu sais, tu m'as dit que tu avais envie comme ça d'aller à Gateshead. J'ai appelé mes amis là-bas, 2 anciens scouts, Raymond Schwartz et Jacques Poultorac. Ils sont là-bas. Tu y vas, ils vont te recevoir. Tu n'auras rien à payer. Juste après le bac, vous étiez? Oui, Ouais, c'était les vacances après le bac. juste après le bac.
On me donnait 3000 francs. Je prends la route en stop le lendemain matin et je vais à Dieppe. À Dieppe, je prends le bateau. Alors, vous arrivez, après des péripéties, à Gateshead. J'arrive à Gateshead dans l'après-midi. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Une ville affreuse, noire. Et je demande Raymond Schwartz. Il était un pantalon. Oui, mets-le. Vous êtes arrivé en tenue de scout? Oui. Vous avez fait toute la route en scout, en tenue de scout. En scout. Okay. Le stop, ça marche très bien. Il m'enlève mon foulard, il revient avec une lame, il m'enlève tous mes insignes, tout cela. Et il me dit, viens, je vais te montrer la salle d'études. La salle d'études, nous, c'est un truc, une bibliothèque où on marche sur la pointe des pieds. On fait pas de bruit, on se fait pas remarquer. On arrive donc dans la yeshiva, il m'ouvre la porte et je vois 150 types en train de se bagarrer. Je dis, qu'est-ce qu'ils font? Il me dit, ils étudient. À cette minute, je suis tombé amoureux de ce mode d'étude. Vous lui avez dit, je veux étudier comme ça? Je vais étudier comme ça. Et c'est là que j'ai rencontré Paul Reichmann. Vous avez rencontré des personnalités fondatrices de ce que vous alliez devenir. Voilà, tout à fait. Ce qui est marrant, c'est que votre maman était institutrice, vous vous destiniez à faire médecine. Tout à fait. Donc il n'était pas question pour vos parents que vous partiez étudier dans une yeshiva orthodoxe, mais c'était pas du tout envisageable. Donc vous avez menti? Bien sûr, mais ça c'est après. Ça, c'est après. Là, j'ai pas menti. Là, je me baladais. Mais après, vous avez décidé, vous avez passé l'été, mais vous avez décidé d'y revenir. Je suis rentré dans la yeshiva, j'ai passé quelques semaines. Et là, je suis devenu ce que l'on appelle un Ben Torah. Qu'est-ce que vous éprouviez? C'était quoi ce changement, ce basculement en vous? C'était une évidence? Vous saviez que c'était votre chemin et que vous n'alliez plus en bouger? Non. 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 Non, non. Mais j'ai adoré la manière dont on étudiait dans le Beth Midrash. J'ai passé quelques semaines, pas beaucoup, et je suis rentré chez moi. Alors, mon grand-père maternel était un grand Talmid Chacham. Ma mère, fille de ce grand-père, donc connaissait bien tout ce qui s'appelle Torah, etc. Et j'ai dit à ma mère, tu sais, je suis devenu religieux. Elle me dit, je vois, tu as gardé ta barbe. Alors, je veux qu'on change la vaisselle, je veux ceci. Ma mère m'a suivi. Et alors là, ça mérite d'être raconté. J'avais une petite amie. Elle s'appelait André. Et je dis à ma mère, tu sais, je ne peux plus avoir de petite amie. Je suis devenu un garçon religieux. Elle m'a dit, bon, et qu'est-ce que tu fais d'André? Je l'épouse. Pas encore, pas encore. Mais je me fiance. Ok. Tu veux te fiancer? Tu es fou, à 17 ans. Donc vous êtes retrouvé fiancé à 17 ans. Ensuite, vous avez fait, on va dire, vous avez un petit peu arrondi les angles avec vos parents. Et puis finalement, vous avez réussi à vous marier. Un an après. Donc vous êtes mariés et vous êtes retournés ensemble à Gateshead. Comment vous vous considérez aujourd'hui? Comme Haredi? Oui, à peu près. À peu près, Haredi un peu particulier? Oui, parce que ma vision était de créer des choses. Finalement, vous avez toujours été là où était le besoin. Vous auriez pu dire, je suis religieux, je vois le monde comme ça, et je vais imposer ma vision à tous ces jeunes qui sont un peu perdus. Non, vous avez fait le contraire. Vous les avez pris tels qu'ils étaient dans tout votre parcours. C'est pour ça que vous dites que vous êtes un Haredi particulier? Oui, exactement. Tout à fait. Et quand je suis revenu, j'ai quand même construit combien? 21 bâtiments d'école. Alors, ce qui est fou, c'est que vous avez été le grand argentier de Haute-Zara Torah, alors que vous, c'était pas tellement votre truc à la base. Oui, non, mais vous avez trouvé les financements, c'était pas votre truc, les chiffres et tout ça. Je voyageais. Comment ça s'est fait? Pourquoi c'est tombé sur vous? Chaque fois que je voulais construire une école, j'allais aux États-Unis, je ramassais l'argent et je revenais pour construire l'école. Mais vous aviez des introductions particulières ou vous y allez au culot? Comment vous Au culot. Au culot. Je n'avais aucune introduction. Et vous avez ramené beaucoup d'argent? Ben oui. On ne construit pas
21 bâtiments d'école sans argent. Alors ça, c'était la dernière, on va dire, partie de votre carrière dans l'éducation. Ce qui est assez rigolo quand on vous connaît, quand on sait d'où vous venez, c'est de vous imaginer à Strasbourg, avec les Strasbourgeois, à enseigner à leurs enfants et à diriger cette école prestigieuse montée par Beno Gross. Ça a été comment l'accueil là-bas? Très dur, très antipathique. Bon, je venais avec ma chaleur marocaine, et eux, ils avaient leur froideur strasbourgeoise. C'est dur de se faire accepter quand on est séfarade. Ah oui. Ouais. Comment vous avez fait? J'ai mené une bataille et je me suis imposé. Il y avait des résultats aussi. Ils ont vu. Oui. Voilà. C'est ce qui m'a permis de m'imposer. Les élèves ont très bien réussi. Oui. Je venais comme il faut mon école. Les Strasbourgeois n'avaient rien à dire, puisque l'école marchait bien. J'avais succédé à quelqu'un qui s'appelait Beno Gross, qui était un monsieur très, très dur, très d'aspect, alors que moi j'étais doux, en fin de compte. Mais quand il a fallu se battre, je me suis battu. C'est cette expérience-là qui a fait que vous avez eu envie de vous lancer dans l'aventure d'Otzaratora? Probablement. Ma volonté de développer l'éducation juive. J'ai vu que pour réussir dans ce domaine, c'était pas aller convertir les gens parce qu'ils marchaient pas. C'était faire de l'éducation et à travers l'éducation, ramener les gens à la Torah. Ça veut dire quoi, faire de l'éducation? Créer des écoles, enseigner, trouver des directeurs, faire vraiment un groupe scolaire et qui s'est appelé Otzaratora. Vous aviez eu beaucoup de soutien à l'époque? De soutien, non? Vous étiez seul? Oui. C'est votre plus belle réussite? Parce qu'il y a eu quand même des milliers d'enfants scolarisés à travers un... Oui. C'est l'histoire de ma vie. Quand vous voyez des anciens élèves aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, je suis devenu un personnage, on va dire. Aujourd'hui, j'ai 88 ans. Hein. Donc, mais chaque fois que je rencontre un ancien élève, il me saute au cou. Ce qui est magnifique dans votre parcours, c'est que vous avez mené de front une carrière quand même assez importante. Vous avez dû voyager énormément pour... Oui. Vous partiez, je ne sais pas de tous les combien. Mais j'ai d'ailleurs écrit dans ma dédicace « Le voyageur reconnaissant ». Vous étiez tout le temps dans les avions. Combien d'enfants vous avez eu et combien de petits-enfants et arrière-petits-enfants vous avez aujourd'hui? J'ai eu 7 enfants. J'ai 65 petits-enfants. Et je vous ai dit, je connais pas le nombre exact, mais c'est au moins 230 arrière-petits-enfants. Alors je connais les prénoms de mes petits-enfants, mais pas ceux de mes arrière-petits-enfants. Un jour, j'étais dans une bar mitzvah, je sais pas quoi, et toute une bande de filles est venue m'embrasser, papé. Et il y en a une, comment tu t'appelles? Comment, tu connais pas mon nom? Bien sûr que non. Alors, pour revenir à cette belle aventure qu'a été Otzaratora pour vous, est-ce que vous avez senti un glissement en France? Parce qu'il y a eu l'époque Jacques Chirac où voilà, vous avez été vraiment beaucoup aidé. Dès que vous sollicitiez, il y avait du répondant. Puis en plus, ensuite, ça a été un peu différent. J'ai eu quelqu'un qui m'a non seulement aidé particulièrement, mais qui m'a appris sa qualité principale, la chutzpah. Le culot. Il s'appelait Zev Wolfson. J'avais été avec Léon Elkaïm, on avait été le voir pour qu'il nous donne de l'argent, parce qu'une fois, il avait donné de l'argent pour Sarcelles. Et Zev me dit, j'ai donné pour Sarcelles, ça suffit. Parce qu'il a commencé à parler d'éducation. J'ai dit, écoutez, vous êtes un homme riche, un homme puissant, et dans votre domaine, je ne connais rien. Par contre, en éducation, je connais et vous ne savez rien. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça. Comment? Vous ne connaissez rien à l'éducation? Moi, oui. Il m'a dit, bon,
je viens en Europe, je vais voir Rav Moshe Soloveitchik à Zurich, rejoignez-moi là-bas. Et quand il est venu, j'ai été à Zurich, et à l'époque j'étais à l'école Akiba. Il m'a dit, vous voulez faire quelque chose? J'ai dit oui. Alors quittez Akiba et venez à Paris et créer des écoles. Et c'est ce que vous avez fait. On est en quelle année? 68, 69. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans cette entreprise? C'est quoi? C'était récolter de l'argent? C'était mobiliser les familles? C'était se mettre d'accord avec un corps enseignant sur un programme éducatif qui correspondait à la jeunesse juive de l'époque? C'était quoi? Les familles. C'était ça le plus difficile? Les familles, oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il fallait les convaincre de mettre leurs enfants dans les écoles juives. Il fallait les convaincre que les écoles juives étaient capables de donner les mêmes diplômes et les mêmes connaissances générales, tout en s'engageant dans la Torah. Et ça, c'était pas simple. Mais ça, vous avez réussi quand même. Baruch Hashem. Il y a une bataille que vous avez menée qui vous reste en tête à cette époque-là. Il y a quelque chose dont vous êtes fier? Toutes les batailles, j'en suis fier. C'était parce que je suis allé au Maroc faire du recrutement, mais les gens ne voulaient pas envoyer leurs enfants dans les écoles juives. Ouais, vous êtes parti jusqu'au Maroc. Oui, Ouais, vous avez ratissé large. à Marrakech, entre autres. Quand vous avez continué à monter, à grandir, hein, le réseau scolaire d'Ozara Torah, on était déjà dans les années 2000. Est-ce que vous avez senti un glissement, un changement dans la société française? Est-ce que vous aussi, vous l'avez ressenti? Oui. D'une certaine manière, oui, bien sûr. Vous étiez conscient qu'il y avait de l'antisémitisme rampant, de l'antisionisme? Pas rampant, moi, Franc. oui. Une fois même, je me suis battu physiquement. À Marseille, c'était. J'avais été faire du recrutement et on m'a envoyé promener. Et le gars responsable m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez chez nous ?» Et en fin de compte, on est venu aux mains. Est-ce qu'à cette époque-là, vous vous êtes pas dit peut-être que je devrais penser à l'ALIA? Non, sauf quand j'ai rencontré ma femme. Votre deuxième femme? Ma deuxième femme, oui. Ok. La première est morte. Et donc j'ai rencontré Dolly, et qui m'a dit, je lui ai dit, je voulais qu'on se marie ensemble. Et elle m'a dit, si on se marie, je passe un an avec toi à Paris pour régler tes problèmes et on va en Israël. Vous l'avez accepté facilement? Oui. Ah oui, parce que quand j'étais jeune, j'avais aidé des gens à aller en Israël, etc. Et j'avais gardé ce désir d'aller en Israël que j'avais depuis l'âge de 14 ans. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'ALIA de France? Elle est insuffisante. C'est-à-dire? Il faut faire partir plus de Français pour qu'ils viennent en Israël. Vous auriez changé les choses avec le recul dans votre enseignement? Vous auriez dispensé un enseignement plus sioniste? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Un enseignement sioniste. Israël était au cœur de vos préoccupations? C'était pas ma manière de voir. Parce que bon, on disait dans nos milieux, les sionistes, c'est les anti-religieux, c'est ceci, ça. Donc c'est pas ça. Mon truc, à moi, c'est le chinour. Et que je le fasse à Paris, à Strasbourg ou à Jérusalem, c'est ça l'important. Le chinour, l'éducation juive. Et je me rappelle de ma femme qui me disait, depuis que tu as fait des écoles à Créteil, par exemple, quand je vois les parents arriver, les femmes changent. Elles se couvrent la tête, les femmes changent. Il y a une prise de conscience avec l'éducation que vous avez dispensée dans vos écoles. Mais alors, quand vous me parlez d'ALIA aujourd'hui, vous dites que l'ALIA est insuffisante. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire d'après vous? Persuader les gens, trouver des moyens de les persuader de venir en Israël. Les convaincre. Puis aussi, il faut ici trouver des systèmes pour qu'ils puissent avoir une part d'un ça. Puis
Parce que venir en Israël, c'est pas simple. Il faut avoir une parnassa. Et les gens ne peuvent pas abandonner une carrière, etc., pour venir et ne pas avoir de quoi manger. Et ici, la vie n'est pas facile. Vous ne regrettez pas d'être venu il y a déjà 20 ans. Je suis ravi. Vous avez vécu autrement depuis que vous êtes arrivé ici? Non. Mais vous avez un sentiment peut-être d'appartenance? Oui, tout à fait. Je suis trop âgé maintenant. Mais sinon, je me serais mis à faire des écoles ici aussi. Quand vous repensez au petit garçon que vous étiez à l'âge de 14 ans, vous sauriez imaginer aujourd'hui vivre... Oh, j'aurais fait partie sûrement du gouvernement. Je suis sûr que je me serais fait une position importante en Israël. Vous ne regrettez pas? Franchement, je ne regrette rien de ce que j'ai fait dans ma vie. Au contraire, j'en suis fier.